L'histoire commence alors qu'un assassin se prépare pour une mission. Son nom est Ryota, et il est choqué de trouver un autre tueur à gages à proximité, mais ce qui est le plus frappant, c'est que c'est l'infâme assassin silencieux. Ryota maudit sa malchance, mais il refuse de laisser un gros bonnet lui prendre sa cible, et il se prépare à le combattre. Il ne se soucie pas de l'honneur, car ils savaient tous les deux dans quoi ils s'engageaient en entrant dans le business de l'extinction de vie pour de l'argent. Ryota lance son shuriken sur l'assassin silencieux, mais il est incrédule quand il rate sa cible, on ne sait comment. Le silencieux esquive l'attaque suivante, et les deux chargent l'un vers l'autre. Ils dégainent tous deux leurs lames et s'affrontent avec une force immense. Un combat à l'épée s'ensuit, mais l'assassin silencieux a une sorte d'outil qui lui permet de désarmer son adversaire. Dépourvu d'épée, Ryota se tourne rapidement vers ses shurikens à courte portée, mais le silencieux est capable de les esquiver, on ne sait comment. Ryota a encore un atout dans sa manche alors qu'il sort une autre arme, mais il est laissé sous le choc quand le silencieux disparaît sous ses yeux. Ryota est horrifié de voir que son adversaire est réapparu derrière lui, mais il n'a pas le temps de réfléchir alors qu'il réalise le danger dans lequel il se trouve. Ryota se bat désespérément pour sa vie, mais l'écart de compétences entre eux est absurde, et Ryota le réalise de plus en plus à chaque attaque. Ses attaques sont bloquées avec peu ou pas d'effort, et le silencieux finit par contre-attaquer. Il enfonce son poignard dans le bras de Ryota, et pendant que Ryota crie d'agonie, il lui brise la jambe. Ryota est sûr d'avoir porté plus d'attaques contre son adversaire, mais il est clair maintenant que cela n'a pas d'importance face à l'assassin silencieux. Ryota maudit sa malchance une dernière fois alors qu'il regarde sa propre épée tomber du ciel et mettre fin à ses jours. L'assassin silencieux entre ensuite dans la maison pour faire son travail, mais pour une raison quelconque, il hésite. Il lutte un moment, mais finit par pouvoir lever son épée pour mettre fin à la vie de sa cible. C'est alors que nous revenons en arrière, avant que notre protagoniste ne devienne l'assassin silencieux. Son nom est Akira, et il est dans une classe remplie d'autres étudiants. Les autres étudiants socialisent entre eux, discutant de leurs projets pour la journée, mais Akira est assis isolé, lisant un manga. Son camarade de classe Satu dit qu'il s'intéresse aussi au isekai comme celui qu'Akira lit, mais Akira s'empresse d'expliquer qu'il lit juste ce qui est gratuit. Les autres étudiants ne savent même pas qui est Akira, bien qu'il soit dans leur classe depuis toute l'année, mais un autre étudiant s'exclame qu'il n'est tout simplement pas du genre à marquer les esprits. Ce fait n'est pas une surprise pour Akira, qui est bien conscient de sa façon de passer inaperçu dans la plupart des situations. C'est alors qu'un téléphone curieux se brise et qu'une sorte de cercle magique apparaît au plafond, effrayant tout le monde. Un sort s'active, et les étudiants sont sous le choc en réalisant qu'ils ont été téléportés quelque part. Tout le monde est content d'être simplement en vie, et un homme arrive pour leur dire que le roi veut leur parler. Les étudiants n'ont toujours aucune idée de ce qui se passe, et ils se demandent si c'est une sorte de mise en scène. Ils demandent à savoir ce qui s'est passé, mais ils sont tous réduits au silence par le sorcier. Le roi remercie calmement les étudiants d'avoir répondu à son appel depuis leur royaume lointain et révèle que ce monde dans lequel ils se trouvent s'appelle Morrigan. Ils sont actuellement dans le royaume humain appelé Redi, la plus grande nation du continent humain. Les humains sont actuellement attaqués par les démons, et selon la prophétie, seul un héros d'un autre monde possède le pouvoir de vaincre le seigneur démon. Les étudiants sont complètement perdus, mais Akira a de vastes connaissances des histoires d'isekai. Elles sont remplies d'aventuriers, de héros et de compétences surpuissantes, alors Akira sourit alors qu'il ressent un frisson pour ce qui l'attend. Le sorcier déclare qu'il est temps d'identifier qui est le héros parmi eux, et il ne peut y en avoir qu'un. Les étudiants devront toucher une boule de cristal et dire le mot aux statues dans leur esprit afin de découvrir quelle est leur classe. Le premier étudiant s'avance avec empressement pour essayer, mais il est déçu de voir qu'il n'est pas un héros et n'est qu'un dresseur d'animaux. Malgré le titre peu glorieux, le sorcier explique que ses statistiques de départ dépassent de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde, et il est sûr que ce gamin entrera dans la légende aux côtés du héros. Plusieurs autres étudiants essaient, et ils obtiennent des titres comme guérisseurs et désenchanteurs. Il reste encore beaucoup d'étudiants à passer, mais le sorcier explique que même avant de toucher la boule de cristal, les étudiants peuvent voir leurs statistiques simplement en disant statue dans leur tête. Satu découvre qu'il est un mage du vent, et Akira révèle qu'il est un assassin. Satu dit que cela lui convient parfaitement parce que beaucoup d'étudiants n'avaient même pas réalisé qu'Akira était dans leur classe. C'est alors qu'Akira remarque qu'il y a une énorme disparité entre ses statistiques et celles des autres étudiants. Il a des chiffres beaucoup plus élevés qu'eux et bien plus de capacités. C'est au tour de Satu, alors il touche la boule de cristal, et tout le monde est émerveillé car elle révèle qu'il est le héros. Cela n'est pas une surprise pour le sorcier, car Satu avait des statistiques exceptionnelles. Normalement, les gens n'ont qu'environ 500 points d'attaque même au niveau maximum, mais Satu en a presque le double. Les autres étudiants ne sont pas surpris non plus, car Satu a toujours été intelligent, athlétique et populaire. Après avoir vu les statistiques du héros, Akira est encore plus confus par la hauteur de ses propres statistiques, d'autant plus que personne d'autre n'est même proche. Akira ne peut s'empêcher de penser que quelque chose ne va pas, et il se demande s'il dit même la vérité au sujet du seigneur démon.
Akira ne connaît strictement rien de ce monde, donc révéler ses statistiques anormales maintenant pourrait s'avérer problématique. Heureusement, en tant qu'assassin, Akira a une capacité appelée dissimulation de présence, et il espère qu'elle peut le sortir de cette situation. Akira l'active et est content de voir qu'il a disparu de la vue de tous, et Satu ne peut même plus le voir. Le test de la boule de cristal se termine sans qu'Akira ait même besoin de le passer, alors il passe à l'étape suivante. On leur donnera tout l'équipement dont ils ont besoin, et des chambres ont été préparées pour qu'ils puissent dormir. Tout le monde se dirige vers ces chambres, mais Akira remarque une caméra dans le couloir, et il réalise qu'ils sont surveillés. On ne leur a pas dit cela, donc cela rend Akira plus certain qu'il cache quelque chose. Akira trouve une chambre que personne ne s'est même donné la peine de nettoyer, ce qui signifie qu'il ne s'en soucie pas, et il est peu probable que quelqu'un le trouve. Akira trouve des vêtements qu'un assassin porterait, et il se prépare à obtenir plus d'informations. Il se dirige à l'extérieur, où le paysage solidifie le fait qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Akira s'étonne lui-même de son propre athlétisme alors qu'il se rend au sommet du château, et il détermine qu'il doit avoir reçu le bonus stéréotypé d'invocation. C'est alors qu'il entend quelque chose et dissimule sa présence. Akira peut entendre le roi, qui qualifie les étudiants de gamins. On lui dit que les étudiants ne sont que des enfants d'un monde sans magie, et qu'ils ne poseront pas de problème. Le roi est content d'entendre cela et déclare qu'ils procéderont comme prévu. Son seul message, cependant, est que les étudiants ne doivent pas être autorisés à entrer dans les archives du château, car il ne veut pas qu'ils en apprennent trop. Après le départ de la princesse, nous voyons qu'Akira s'est discrètement placé derrière le roi, et ses soupçons ont été confirmés. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il sait qu'il prépare un mauvais coup. Réalisant seulement maintenant la mortalité silencieuse derrière ses nouvelles compétences, Akira comprend qu'il pourrait facilement mettre fin à la vie du roi. Il a pu marcher droit vers la personne la plus gardée de ce monde sans qu'une seule personne ne le remarque, et sa vie est maintenant entre les mains d'Akira. Akira ne le fait pas, cependant, et disparaît simplement. Le lendemain matin, tout le monde profite du petit déjeuner, mais Akira est toujours dissimulé. Il se demande s'il devrait annuler sa dissimulation et dire à tout le monde ce qu'il a vu, mais il n'est pas sûr qu'ils le croiront. C'est alors que Satu dit à tout le monde qu'ils devraient tous travailler ensemble. Ils ont reçu de grands pouvoirs après être venus dans ce monde, et ils pensent qu'ils devraient les utiliser pour aider les gens. Satu prévoit de vaincre le seigneur démon comme le roi l'a dit, et il veut que les autres l'aident. Tous les étudiants sont motivés par son discours, mais Akira le voit différemment. Ils supposent tous que le roi et la princesse sont leurs alliés, et ils sont même excités à l'idée de faire ce qu'on leur a demandé. Cela rend clair pour Akira qu'il sera difficile de les convaincre de la vérité. Plus tard, les étudiants sont présentés à Mitre, le commandant des chevaliers connu sous le nom de Dernier Bastion. Son bras droit, nommé Gilis, pense qu'il a l'air prétentieux, mais ils ont des questions plus importantes à discuter. Mitre révèle que les héros commenceront leur entraînement, et dans un mois, ils entreront dans un donjon pour tester leurs capacités. Akira, bien sûr, reste dans l'ombre et détermine qu'il devra obtenir plus d'informations sur ce donjon. Mitre s'éclipse un moment, et Akira est stupéfait quand il lui parle. Akira n'a jamais annulé une dissimulation de présence, alors il se demande si cela a une durée maximale qui vient de s'épuiser. Il est encore plus surpris, cependant, quand Mitre l'assure que sa dissimulation de présence est toujours active et révèle que ses yeux sont juste un peu spéciaux. Les yeux de Mitre sont mystiques, et ils sont capables de percevoir les différences de température. Akira n'a d'autre choix que de se battre pour dissimuler son identité, mais Mitre le calme en disant qu'il ne parlera pas de lui au roi ou à la princesse. Akira s'empresse de souligner que Mitre est de leur côté, mais Mitre explique que les choses sont compliquées entre eux. Mitre demande à Akira de ne pas le dire au roi, et Akira a le sentiment qu'il peut lui faire confiance. Akira révèle qu'il veut voir les archives parce qu'il ne sait rien de ce monde, encore moins de la magie ou des compétences. Mitre se demande à quel niveau se trouve la compétence dissimulation de présence d'Akira, et il est choqué d'apprendre qu'elle est déjà au niveau maximum. Cependant, la plupart des autres compétences d'Akira ne sont qu'au niveau 1, et il n'a aucune idée de comment les augmenter. Mitre propose de l'enseigner personnellement et explique qu'Akira ne trouvera pas ce qu'il cherche dans les archives. Akira est excité par l'offre et l'idée de devenir plus fort dans ce nouveau monde, mais il doit encore trouver le moyen de retourner dans son propre monde, car sa famille l'attend. Mitre comprend parfaitement l'importance de la famille, mais malheureusement, il ne sait pas comment Akira peut revenir. En fin de compte, Mitre souligne qu'Akira devra de toute façon devenir plus fort. Si sa vie prend fin avant qu'il ne rentre chez lui, alors ses efforts auront été gaspillés. Au moins, Mitre assure à Akira qu'il peut l'aider à devenir un excellent assassin. Akira n'aime pas accepter des faveurs gratuitement, alors Mitre dit qu'il peut le rembourser en lui racontant des histoires de son ancien monde. Akira accepte les termes, et les deux hommes se présentent formellement. Grâce à Mitre, Akira apprend qu'en plus des humains et des démons, ce monde a aussi des elfes et des peuples bêtes. Mitre lui fait suivre un entraînement qu'Akira trouve douteux,
mais Mitre l'assure que les pompes sur le bout des doigts avec des pierres sur le dos est la meilleure façon d'améliorer ses compétences. Éliminer des monstres est la seule façon de monter de niveau dans la classe d'une personne, mais les compétences peuvent être montées en niveau avec de l'entraînement. Un peu plus tard, Gillis informe Mitre que les étudiants progressent bien, mais sa charge de travail est importante. La plupart des responsabilités lui incombent parce que Mitre se concentre entièrement sur l'entraînement d'Akira, mais Mitre dit qu'il ne peut s'en empêcher parce que les histoires de l'ancien monde d'Akira sont si divertissantes. Akira est aussi très intéressant parce que sa compétence dissimulation de présence est au niveau maximum. Ce fait choque Gillis parce que seul le tout premier héros de l'histoire a été capable d'accomplir cet exploit. Akira arrive, alors Gillis s'excuse, et Akira révèle qu'il s'est faufilé dans les archives chaque nuit pour lire. Il a lui-même soif de connaissances, et il est tombé sur ce qu'il décrit comme un petit livre effrayant. Mitre connaît bien ce livre, car c'est lui qui l'a écrit. Il contient les plans d'un coup d'État, mais Mitre l'a déguisé en livre de recettes pour le cacher dans les archives. Mitre savait en fait qu'Akira le trouverait éventuellement, et il est content de pouvoir révéler plus de choses sur ce qui se passe. Il explique que le roi est brisé au-delà de toute réparation et est prêt à payer un prix horrible pour changer les règles du monde. On ne peut pas le laisser faire ce qu'il planifie, mais les chevaliers ont une dette envers la famille royale. D'après ce qu'il a lu, il a pu dire que Mitre cherche une fin pacifique au règne du roi, mais Akira pense qu'il serait plus facile s'il éliminait le roi lui-même. Akira n'a aucun lien avec ce monde, donc rien ne l'en empêche. Akira révèle qu'il en a eu l'occasion la première nuit où ils ont été invoqués, mais il n'a tout simplement pas pu le faire. Mitre dit qu'il a en fait le bon choix parce que le fardeau de mettre fin à la vie de quelqu'un est lourd à porter. Akira peut être un assassin, mais Mitre dit que cela ne signifie pas qu'il est obligé de prendre la vie de qui que ce soit. Mitre lui ordonne de ne pas verser de sang, surtout s'il a l'intention de retourner dans son ancien monde. Akira est d'accord, car sa mère et sa petite sœur seraient sûrement déçues s'il rentrait chez lui en tant que tueur. Mitre lui dit d'être un assassin qui respecte la vie afin qu'il puisse retourner vivant auprès de sa famille. Akira ne peut pas comprendre pourquoi Mitre veille autant sur lui, et Mitre révèle que c'est parce qu'il attend beaucoup de lui. Lors de l'invocation, Akira n'a pas simplement suivi les autres. Au lieu de cela, il a utilisé son cerveau et a décidé de la meilleure ligne de conduite. Seul quelqu'un qui a enduré beaucoup d'épreuves et les a toutes surmontées est capable de cela. Akira sait très bien ce qu'il veut dire, car il explique qu'il a vécu dans l'ombre toute sa vie et que personne ne l'a jamais remarqué. C'est la première fois que quelqu'un chante ses louanges, alors Akira ressent un peu de gratitude envers lui. Cela étant, Mitre voudrait qu'Akira l'aide avec son coup d'état avant de retourner dans son monde. Bien sûr, il dit qu'ils le garderont pacifique, et Akira accepte au moins d'y réfléchir. Un peu plus tard, nous voyons que le mois est écoulé, et il est temps pour les étudiants d'aller dans le labyrinthe. Alors qu'ils traversent la ville, les étudiants sont vénérés comme des héros. Akira est étonné par le nombre de personnes, et il ne peut pas croire qu'ils soient tous venus juste pour les voir aller au donjon local. Akira repère une fille au loin, et elle est stupéfaite quand Akira apparaît instantanément derrière elle. Il aimerait savoir pourquoi elle les regarde avec insistance, alors elle explique que tout le monde le traite, lui et ses amis, comme des héros. Le problème est que ces héros ignorent tout ce qui a été sacrifié pour les invoquer ici. Akira n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais la fille n'a pas envie d'expliquer. Au lieu de cela, elle dit qu'ils se reverront quand il découvrira la vérité par lui-même. Elle part, mais Akira est sûr que ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se rencontreront. Dans le labyrinthe, nous voyons que les étudiants ont déjà subi de nombreuses rencontres avec des monstres. Un étudiant est terrifié quand il déclenche un autre piège, mais Akira est là pour éliminer la menace. Mitre décide que c'est le bon moment pour se retirer et dit que tout le monde a bien fait pour une première fois. Mitre utilise son épée divine pour ouvrir un chemin, et tous les étudiants se précipitent dehors. Malheureusement, ils sont accueillis par encore plus de monstres, mais Satou se souvient que la princesse lui a donné une bombe fumigène qui tiendrait les monstres à distance. Quand il la lance, Satou est content de voir que cela a fonctionné, mais quelque chose ne va pas. Au lieu de repousser les monstres, elle semble les avoir transformés en quelque chose de plus féroce. Gillis arrive, horrifié de voir un minotaure, car un de ceux-ci ne devrait pas être dans les étages supérieurs. Akira n'hésite pas un seul instant et passe à l'action, se frayant un chemin vers le dos du minotaure. Il enfonce sa lame dans la bête, mais tout le monde est choqué quand son poignard se brise. Akira est forcé de reculer, alors Satou propose de l'aider, mais il est clairement trop blessé. Ses bras sont cassés, alors Akira lui dit de ne pas se forcer, mais Satou rétorque que s'il ne protège pas la classe, alors qui le fera? Akira retourne au combat et rappelle à Satou qu'il est le héros choisi. Son pouvoir est pour sauver le monde, donc il doit être protégé aussi. Akira explique que tous les autres peuvent se débrouiller seuls, car c'est pour cela qu'ils ont suivi autant d'entraînement. Satou ne peut pas accepter son propre échec, et il commence à craquer. Akira pense à la façon dont Satou a toujours été responsable, mais la responsabilité qu'il porte maintenant est trop lourde pour une seule personne. Pourtant, le désespoir de Satou semble aller trop loin, alors Akira demande à la désenchanteuse de lancer son sort sur lui.
Son sort de dissipation retire quelque chose de l'esprit de Satu, et elle est stupéfaite de voir que Satu était maudit. Akira la laisse continuer à le dissiper, et il se précipite de retour au combat. Mitre est choqué quand Akira révèle qu'il va utiliser une certaine attaque sur laquelle ils ont travaillé, et Akira dit que c'est pour pouvoir survivre. Akira se rend à un certain endroit, et Mitre lui dit d'attendre son signal. Le chevalier utilise alors son attaque éclair pour infliger des dégâts massifs à la bête et la bloquer sur place. Nous voyons qu'Akira s'est rendu sur son dos, et il active sa magie d'ombre. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.